bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le débat organisé hier soir par le diocèse de Lyon dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Un reportage sur la nouvelle académie dédiée à l'écologie intégrale. Elle a été lancée le week-end dernier par les frères de Saint-Jean dans la Sarthe. Et puis des témoignages de jeunes qui participent au FRAT. Le pèlerinage des 15-18 ans des diocèses d'Île-de-France a débuté hier soir à Lourdes. L'intervention militaire de la France en Syrie continue à faire débat. Beaucoup de chrétiens sur place parlent des attaques chimiques par le gouvernement syrien comme d'une fable. Alors comment comprendre cette méfiance vis-à-vis des Occidentaux? Ces frappes sont-elles nécessaires pour trouver la paix? On en parle dans notre dossier avec Gérard Leclerc de France Catholique. Bonsoir. Bonsoir. Et Henrik Lindel de La Vie. Bonsoir. Bonsoir. Et on commence ce journal avec la nouvelle prise de parole du pape François pour attirer l'attention sur le cas du français Vincent Lambert et du petit anglais Alfie Evans. Tous les deux sont suivis par un personnel médical qui souhaite l'arrêt de leurs soins. Le pape avait déjà alerté dimanche sur ces deux situations délicates. Il a rappelé que chaque patient doit toujours être respecté dans sa dignité. Et hier, lors de l'audience générale, le pape s'est à nouveau exprimé. J'attire l'attention de nouveau à Saint-Laurent et au petit Alfie Evans. Je voudrais confirmer encore une fois que l'unique maître de la vie, depuis le début jusqu'à sa fin naturelle, est Dieu. Notre devoir est faire tout le possible pour garder la vie. Pensons en silence et prions. Alors, concernant la volonté du CHU de Reims d'arrêter de nourrir et d'hydrater Vincent Lambert, le tribunal administratif de Châlons en Champagne devrait rendre une décision demain, vendredi. Ce matin, une audience a eu lieu à la demande des parents de Vincent Lambert pour suspendre la décision du CHU de Reims. Et puis, il y a quelques jours, l'évêque de Montauban, Monseigneur Ginoux, avait réagi sur les réseaux sociaux en demandant que Vincent Lambert ne soit pas tué. Et dans une tribune publiée par le Figaro hier, 70 médecins ont dénoncé une euthanasie qui ne dit pas son nom. La question de la fin de vie est également au cœur des discussions hier soir à Lyon. Dans le cadre des États généraux de la bioéthique, le diocèse a proposé une soirée débat à l'Université catholique de Lyon. En présence du référent pour l'Église de France sur les questions bioéthiques, Monseigneur Dornelas, l'amphithéâtre Mérieux était comble, avec près de 1000 participants venus entendre le point de vue de l'Église. Le professeur François Chapuis, président de l'espace éthique régional Auvergne-Rhône-Alpes, a d'abord pris la parole pour rappeler l'objectif de cette soirée, recueillir des points de vue pour éclairer le citoyen et le législateur et non pas les positions militantes. Monseigneur Dornelas a ensuite pris longuement la parole et pour lui, l'un des éléments clés de la réflexion, c'est la vulnérabilité de l'homme. Il y a quelque chose de beau dans la vulnérabilité. C'est très mystérieux que nous puissions trouver quelque chose de beau. Et cette omniprésence de la technique nous fait croire que nous sommes faits pour maîtriser. Face à ce qui n'est pas maîtrisable au sens technique du terme, la vulnérabilité. L'intégralité des prises de parole à voir sur notre antenne le samedi 28 avril à 20h40. Et pour aider les catholiques à participer au débat, un site internet propose un éclairage à la fois sur les lois qui existent, sur les évolutions débattues et sur la position de l'Église. Ce site s'appelle Un jour, un argument. On écoute son créateur. On s'est rendu compte que les chrétiens, soit ne savaient pas qu'il y avait une consultation en ligne dans le cadre des États généraux de la bioéthique, soit ils le savaient, mais ils étaient perdus sur ce gros site où il y a plein de choses et où on peut vite se perdre. On propose que les gens qui s'inscrivent reçoivent un email dans lequel on envoie sur chaque thème sur lequel ils se sont inscrits la situation actuelle et ce qu'en dit la conférence des évêques de France. Et ensuite, on envoie un lien sur lequel on peut répondre sur le site à la proposition en fonction de ce qu'on a lu de la conférence des évêques de France. On se fait son avis et on met des arguments pour ou contre.
C'est important parce que la consultation elle se termine dans 12 jours, le 30 avril, donc c'est très très rapide. Et parce que en fait, c'est le moment où les citoyens sont appelés à parler et à donner leur avis sur ces états généraux de la bioéthique. Et s'ils ne le font pas, ce sera malheureusement trop tard ensuite. Et pour être complet, j'ajoute que des membres du groupe de travail bioéthique des évêques de France étaient à Rome mardi pour participer à une journée d'études au sein de l'Académie pontificale pour la vie. Une académie dédiée à l'écologie intégrale a été lancée le week-end dernier. Ce sont les frères de Saint-Jean du sanctuaire Notre-Dame-du-Chêne dans la Sarthe qui l'ont créée. Ce week-end, près de 250 personnes sont venues écouter des médecins, des agronomes, des philosophes et des théologiens pour le lancement officiel de l'académie. En parallèle, les frères de Saint-Jean ont choisi de transformer leur façon de vivre après l'appel du pape et l'encyclique Laudato Si. Antoine Coty est allé sur place pour comprendre ce changement de vie. Du prêche à la bêche, c'est toute une communauté qui a choisi de se transformer de l'intérieur. 7 frères de Saint-Jean lancent un programme sur 3 ans pour prendre soin de la terre, de l'humain et du partage. Le sanctuaire marial de Notre-Dame-du-Chêne, où ils sont basés, semble être le terreau parfait pour ce projet écologique et social. C'est un lieu qui a été prophétiquement visité par un père curé de Villon, qui a posé la statue de la Vierge Marie dans le chêne parce qu'il y avait des signes mystérieux, c'était des colombes et des étincelles de feu. Il a posé un acte prophétique. Et je crois qu'avec l'Académie, nous posons un acte prophétique pour le monde qui a besoin d'une réflexion sur l'écologie, mais non seulement une réflexion, aussi un lieu d'expérimentation. Nous voulons répondre à cet appel profond du pape et du monde. Pour cela, les frères de Saint-Jean ont fait appel à Jérémie Ancelet. Ce passionné de nature initie une mise en culture cohérente des 4 hectares de terrain, selon les principes de la permaculture. Quand on regarde les modèles naturels, qui est vraiment la base de notre étude en permaculture, c'est de se dire, bon voilà, comment ça se passe dans un écosystème naturel. Et on se rend compte que tout est en lien, tout est en interaction. Il n'y a que des flux qui sont en train de se passer, que ce que l'un va produire correspond aux besoins de l'autre. Donc ici, on travaille à une modeste échelle qui est déjà le potager, et puis à une autre échelle qui est la prise de conscience. Avec l'Académie, les frères de Saint-Jean vont dispenser une formation ouverte à tous, selon les différents niveaux de l'écologie, y compris le niveau spirituel. Je vois bien que ça devient un lieu où la question, au fond, du sens des choses se pose. Donc dès que la question du sens se pose, la question de Dieu se pose. Et pour nous, la découverte de qui est Dieu passe par le Christ. Donc je vois bien que c'est un lieu où forcément ces contacts se font. Le sanctuaire devient un lieu de conversion par la terre et les frères de Saint-Jean invitent tous les chercheurs de sens à se réconcilier avec eux-mêmes, avec les autres et avec le Créateur. Cela passe par des gestes simples, comme ici avec la bénédiction du pain. Fini le blé modifié, place à une farine d'épeautre de qualité. Dimanche prochain, c'est la 55e journée mondiale de prière pour les vocations. Toutes les paroisses sont invitées à s'y associer. La question de la vocation sera au cœur des réflexions du synode des jeunes d'octobre prochain. Il y a quelques jours, les représentants français au pré-synode à Rome se sont retrouvés à Paris et ils ont étudié des pistes concrètes d'accompagnement pour aider les jeunes à s'épanouir dans leur foi. Reportage. Tout juste rentrés de Rome, les représentants français au pré-synode des jeunes ont remis le fruit de leur travail à Monseigneur Bertrand Lacombe, responsable des vocations pour la Conférence des évêques de France. Et le thème de l'accompagnement est apparu comme l'une de leurs principales préoccupations. Aujourd'hui, on a besoin d'un accompagnement qui nous laisse la place, qui ne soit pas dans le faire des choix pour nous, mais qui soit dans le révélateur de potentiel. Les initiatives pour l'accompagnement des jeunes qu'on pourrait reprendre, ce serait mettre un peu plus de joie dans les messes pour qu'un jeune puisse se sentir bien, leur donner des espaces pour qu'ils puissent mieux s'exprimer et mieux s'engager, et puis notamment les projets d'économie sociale et solidaire. Durant la journée, 3 jeunes ont témoigné de ce qu'ils vivent au quotidien devant les responsables diocésains pour les aider à comprendre les enjeux de l'accompagnement. Monseigneur Philippe Borden, recteur de l'Université catholique de Paris, a apporté un éclairage théologique. Et pour sœur Nathalie Bécard, directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations, l'accompagnement passe d'abord
par l'écoute. J'aime beaucoup cette phrase du pape François qui dit « Une église synodale est une église de l'écoute ». Et l'accompagnement, c'est vraiment marcher avec. Voilà, marcher avec dans une écoute et en particulier l'acteur principal de l'accompagnement c'est l'Esprit Saint et donc c'est aider le jeune à se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint pour discerner en liberté quel va être son chemin de vie et son chemin vocationnel au sens large. L'accompagnement de l'Église auprès des jeunes a déjà fait ses preuves. Plusieurs ateliers pratiques mettaient en avant les initiatives qui marchent, par exemple l'année déclic des Jésuites ou le scoutisme. Et le synode des jeunes, il en sera question cette fin de semaine dans le sanctuaire de Lourdes qui accueille le FRAT. Ce pèlerinage de 4 jours proposé par les 8 diocèses d'Île-de-France a débuté hier et malgré les grèves de train, ils sont des milliers à être arrivés ce mercredi dans la cité mariale. Une procession hier soir a lancé le pèlerinage. Nous y avons recueilli quelques témoignages. Je suis venue au FRAT de Lourdes pour vivre une expérience unique puisque j'ai déjà vécu le FRAT de Janville et effectivement c'est des rencontres, du partage mais aussi de la prière, de la louange et c'est un moment exceptionnel qu'on partage en aumônerie avec des amis et c'est juste magique. Tout simplement ce que j'aime c'est l'ambiance, le fait que je me sente pas seul à penser comme ça, je me sens pas vraiment seul dans ma bulle de chrétien comme je le sentais quand j'étais dans ma petite ville à Roissy-en-Brie. Ici vraiment comme on est un très grand nombre, on a plus l'impression de pensée collective et c'est ce qui me donne envie de venir. Notre-Dame de Lourdes. Et puis cela ne nous a pas échappé. Il y a 13 ans, jour pour jour, le cardinal Ratzinger devenait Benoît XVI, le 265e souverain pontife de l'Église catholique romaine. À noter aussi la visite du cardinal Torrent en Arabie Saoudite. Jusqu'à demain, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux rencontre les autorités religieuses musulmanes du pays, mais aussi des chrétiens sur place. Et puis l'assemblée plénière des évêques brésiliens a lieu actuellement. Parmi les sujets abordés, le synode sur l'Amazonie. Il aura lieu en 2019. Enfin, un prêtre a été assassiné hier soir au Mexique. Le père Diaz, 50 ans, était vicaire judiciaire du diocèse d'Izcali. Voilà ce qu'on a pu retenir pour vous et on poursuit avec le père Mathieu Rouget. Dans sa chronique, il aborde les états généraux de la bioéthique. Vous êtes-vous déjà rendu sur le site internet des États généraux de bioéthique? Vous le savez sans doute, pour quelques jours encore, quelques jours seulement, ce site est ouvert à tous les citoyens français pour qu'ils puissent s'exprimer à propos de tous les sujets très sensibles qui font partie de la révision des lois de bioéthique. Aussi bien le commencement de la vie, procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, que la fin de la vie, soins palliatifs, euthanasie, suicide assisté, que sur les sujets de recherche, recherche sur l'embryon, recherche sur les cellules souches, que des sujets liés aux nouvelles technologies, robotique, nanotechnologie, hommes augmentés, etc. N'hésitez pas à vous exprimer sur ce site. Vous pouvez le rejoindre aussi en passant par le site de la Conférence des évêques de France qui, sur tous ces sujets extrêmement complexes et sensibles, propose des fiches extrêmement bien faites avec des points de repère explicatifs dans un premier temps et éthiques dans un deuxième temps. Il est très frappant de constater, quand on répond à toutes les questions des États généraux de bioéthique, de voir à quel point, sur beaucoup de sujets, l'opinion auquel tiennent les catholiques est ultra majoritaire. Aussi bien sur la recherche, contre la recherche sur l'embryon, que pour la promotion des soins palliatifs et le refus de l'euthanasie active, que pour le refus de la gestation pour autrui, et également des sujets sur la question du respect de la dignité humaine dans toutes ses dimensions. Comment cela se fait-il? Sans doute, les catholiques sont-ils les plus motivés? Sans doute aussi, ceux qui expriment une opinion sont-ils portés vers le respect de la dignité de toute personne humaine? Il est très important que les citoyens les plus nombreux possibles s'expriment sur ce site. C'est un élément important dans le débat qui s'annonce que cet engagement au service
de la dignité de toute personne humaine, du commencement à la fin de sa vie. Le président Macron a récemment, au Bernardin, invité les chrétiens à s'engager en politique. Certains chrétiens se sentent parfois marginalisés dans les opinions auxquelles ils tiennent dans notre société française. Alors, ne manquons pas à cette occasion, cette porte ouverte des États généraux de bioéthique pour dire ce à quoi nous croyons. Toutes nos opinions et toutes les opinions de cette plateforme Internet ne seront sans doute pas reprises comme telles, mais c'est un élément du débat qu'il serait dommage et même coupable de négliger. Merci Père Mathieu Rouget. Tout de suite, la revue de presse. Et on commence avec France catholique et votre éditorial Gérard Leclerc. Vous réagissez à l'abstention de 3 mouvements chrétiens sur l'avis du CESE en faveur de l'euthanasie. Oui, c'est une question qui est pour moi grave quand même parce que on se trouve devant une sorte de rupture de communion, sinon sur la foi, du moins sur un aspect tout à fait essentiel de la vie et de la morale. Je crois qu'on a suffisamment parlé de ces sujets dans votre émission précédemment pour voir la gravité, je dirais, de cette attitude de 3 mouvements qui du coup se mettent en marge de l'Église. Merci Gérard Leclerc. L'avis est allé à la rencontre de ces yézidis et de ces chrétiens irakiens qui ont subi l'enfer de Daesh. Aujourd'hui, ils tentent de se reconstruire, Henrik Lindell. Oui, tout à fait. C'est notre reporter Anne-Laure Fiol qui s'est rendu au Kurdistan irakien, notamment à Ankawa et à Karakosh, donc une ville qui a été en partie détruite, en tout cas très endommagée par l'invasion de Daesh il y a quelques années. Et elle est à la rencontre donc de ceux qui ont survécu. Merci Henrik Lindell. Famille chrétienne propose un reportage en Martinique, 170 ans après l'abolition de l'esclavage. Si l'Église ne s'est jamais résignée par le passé aux mauvais traitements infligés aux esclaves, elle tente aujourd'hui de guérir une mémoire blessée par trop de silence. Pèlerin propose un dossier sur les violences faites aux femmes avec un reportage dans les associations qui viennent en aide aux victimes. Et puis un témoignage poignant également, celui d'Edith qui, après 33 ans de calvaire, a réussi à s'en sortir. L'hebdomadaire Réforme propose un dossier sur les innovations des églises protestantes en termes de catéchèse et elle s'inspire d'expériences créatives. Si l'appel au sens est utilisé chez les tout-petits, le recours au jeu de rôle facilite l'implication des plus grands. Voilà pour la revue de presse, on passe tout de suite au dossier. Des frappes jugées comme une agression brutale pour les 2 patriarches orthodoxes d'Antioche et le patriarche grec melkite catholique Joseph Apsi. Des chrétiens de Syrie qui ne croient pas les Occidentaux sur les attaques chimiques. Le week-end dernier, les frappes militaires américaines, anglaises et françaises pour détruire des lieux de stockage et de fabrication d'armes chimiques en Syrie continuent de diviser. Gérard Leclerc, je rappelle que vous êtes éditorialiste à France catholique. Alors comment est-ce que vous comprenez la méfiance des chrétiens de Syrie vis-à-vis des Occidentaux ? En vertu de leur situation, ils vivent ces événements, nous les voyons, nous essayons de les observer de loin, avec la complexité. Eux, ils vivent les choses. Hein. Et c'est pour ça, moi, je suis très très prudent pour juger ces affaires, parce que je ne suis pas sur place, tandis qu'eux, ils vivent les choses très très concrètement. Et moi, je pense qu'il faut les écouter très sérieusement quand ils nous disent des choses, d'autant plus que ces choses sont tout à fait contraires à ce que l'on dit tous les jours dans nos médias. Voilà, effectivement, Henrik Lindell, cette méfiance, vous la comprenez comment ? Je pense qu'il faut essayer de les voir dans leur contexte déjà. Et je ne pense pas qu'il s'agit non plus d'un bloc uni. Il y a des chrétiens, il y a les chrétiens qui observent la réalité qu'ils vivent et qui vivent aussi une réalité qui est celle d'un régime pour le moins autoritaire. La parole n'est pas libre. C'est une banalité de dire cela, mais ça veut dire aussi qu'il faut peut-être aussi contextualiser tous les communiqués qui viennent, même ceux qui viennent des patriarches. Si, par exemple, il n'était pas d'accord avec ce que dit le régime, est-ce qu'il le dirait ? C'est quand même une question qu'il faut se poser. Donc, je pense que la situation est la suivante. On nous dit qu'il y a eu une attaque à l'arme chimique. D'autres nous disent que c'est faux. Vous n'avez pas la preuve.
la version on va dire, vous avez dit l'Occident, c'est pas l'Occident, hein, c'est 3 pays. Hein. Et ces 3 pays qui se sont affranchis du droit international, l'ONU n'a rien dit sur ce sujet. L'ONU n'a pas encore fait son enquête parce qu'elle n'a pas pu accéder au Ghouta oriental, là où le massacre se serait produit. En face, on nous dit que c'est une fake, tout est faux. On accuse même les rebelles d'avoir attaqué les gens à l'arme chimique. Les informations sont extrêmement contradictoires. Des informations extrêmement contradictoires. Vous le disiez, Gérard Leclerc, ce qu'on entend des Syriens sur place, c'est absolument l'opposé de ce que relaient les médias ici en France. Alors, est-ce que vous attendez, vous, des preuves formelles de la France, de l'État, pour justifier les frappes qui ont eu lieu? Est-ce que ça serait une bonne chose? Histoire. On attend toujours les preuves contre Saddam Hussein, hein, qui, soi-disant, avait des armes cachées, etc. Et on a fait une guerre là-dessus. Hein, et il semble que l'existence de ces armes ait été controuvée aujourd'hui. Donc, il faut avoir une certaine prudence. Que notre président soit soucieux de l'existence d'armes chimiques, ça je le comprends. Si vraiment il y a utilisation qu'il ait voulu répliquer, je le comprends aussi, bien que je sois personnellement très réticent avec ce genre de réaction, parce que moi je n'ai pas envie qu'on ajoute la guerre à la guerre. Ma seule satisfaction dans cette affaire, c'est qu'il n'y ait pas eu de victimes collatérales. Hein, semble qu'on ait touché le but que l'on s'était proposé, et il n'y a pas eu de victimes. Ça, je suis content. Mais s'il y avait eu des victimes, alors j'aurais râlé. Parce que vraiment, c'était ajouter la guerre à la guerre. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il faut quand même essayer d'étudier le sens même de ce fameux bombardement. Apparemment, personne n'a été blessé. On ne sait pas très bien quels sont les locaux qui ont été touchés et ce qu'il y avait dedans. On ne sait pas si le programme d'armement chimique a été perturbé. Là aussi, il y a des informations extrêmement contradictoires. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, 3 grands pays, ont agi conformément à leur engagement, qui était de répondre chaque fois qu'il y a une attaque à l'arme chimique. Donc la parole a été en quelque sorte respectée, et je pense qu'ils ne pouvaient pas ne pas agir, ils ne pouvaient pas ne pas faire ce qu'ils avaient dit de faire. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts collatéraux. Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de dégâts collatéraux du tout. Maintenant, je pense qu'on prend les mêmes, on recommence. Je pense qu'on espère toujours, je ne sais pas si vous êtes comme moi, Gérard, mais que les Russes, effectivement, qui ont, eux, l'avantage d'avoir l'oreille du régime, faire en sorte que ce régime puisse progresser vers une prise en compte des intérêts des uns et des autres dans ce pays qui est si durement touché. Ce qui est sûr, c'est qu'en face, comme on dit, en face des rebelles, là, il y a plus d'espoir. Les rebelles sont aujourd'hui composés d'une série d'organisations islamistes. On ne peut rien attendre d'eux. Hein. Donc c'est au régime de jouer, et c'est aussi aux Russes de jouer. C'est aux Russes de jouer en dialoguant avec la France, avec les États-Unis, Gérard Leclerc, c'est possible? Une solution politique, je pense qu'elle est souhaitable de toute façon. Il faut tirer les conclusions de cette guerre. Moi, je pense qu'à l'origine, quand même, on aurait dû faire très attention, parce que qu'on veuille supprimer un dictateur, je le veux bien, mais à condition que ça se fasse quand même dans des conditions telles qu'on ne crée pas une situation pire. Vous avez la Libye en tête, peut-être? C'est ce que disait saint Thomas d'Aquin, il faut toujours des raisons proportionnées, il ne faut pas créer une situation pire que celle à laquelle on a voulu remédier. Alors je veux bien que Bachar el-Assad soit un tyran cruel, mais en même temps, encourager à une guerre, c'était prendre quand même une sacrée responsabilité. Alors, il serait temps maintenant d'essayer, évidemment, de recoudre cette tunique déchirée, douloureuse, et aller vers une solution politique. Et là, on ne pourra pas faire l'économie d'une négociation avec les Russes. C'est ça, c'est une solution politique, le chemin vers la paix, maintenant, en parlant avec les Russes, Henrik Lindell? En parlant avec les Russes, c'est-à-dire que c'est les Russes qui ont l'oreille du régime. Le régime ne nous écoute pas. Le régime n'a aucune relation, ni avec la France, ni avec les États-Unis. Donc, il n'y a plus de confiance. On a consommé cette confiance qu'on avait il y a encore 5 ou 6 ans. Maintenant, on revient de loin. Donc, effectivement, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est effectivement les Russes qui ont
qui sont dans une position où ils pourraient éventuellement faire évoluer ce régime. Et l'enjeu, je veux dire maintenant, quand la situation est à peu près pacifiée, douloureusement, d'une façon extrêmement meurtrière, mais la situation est à peu près pacifiée aujourd'hui en Syrie, maintenant c'est au régime de jouer. La situation est vraiment pacifiée pour vous, Gérard Leclerc, aujourd'hui en Syrie ? Daesh est éliminé pratiquement du terrain. Le régime a gagné. Le régime Bachar el-Assad a gagné. Alors, ceci dit, comment la paix va être établie, dans quelles conditions ? Alors, c'est très problématique. Et c'est là où, sans doute, qu'une conférence internationale où nous, Français, nous serions représentés, alors s'impose. Mais là, je dirais que dans ce genre de choses, il y a deux thèses en présence, et je n'approuve ni les uns ni les autres. C'est vrai, il y a l'empire du bien, qui traite les choses en termes purement moraux. C'est un peu la position de mon ami BHL, que je connais depuis longtemps. Bon, il est pour l'empire du bien. Position hyper morale, etc. Et puis de l'autre côté, il y a la réelle politique. Alors, si une position, je dirais, purement cynique d'approche des problèmes, je ne l'approuve pas. Mais je n'approuve ni l'un ni l'autre. Il faut trouver, je dirais, la bonne distance entre les exigences morales et les réalités de terrain. Henrik Lindell, quelques secondes pour conclure. Je pense que la France doit redevenir un partenaire qui comprend bien les réalités complexe du Proche-Orient. Et il faut que la France redevienne ce qu'elle était dans cette région-là. Merci beaucoup Henrik Lindell, merci beaucoup Gérard Leclerc d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.